Dans ma vidéo précédente, je vous expliquais le principe de la balance énergétique. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande vivement d'arrêter cette vidéo et de regarder celle sur la balance énergétique avant de revenir sur celle-ci. Bon, tout ce que vous mangez, bien sûr, contient de l'énergie et tous les mouvements que vous faites, nécessitent de l'énergie. Cette énergie qui entre et qui sort de votre corps contribue donc à la balance énergétique globale. Et pour déterminer le bilan de votre apport et de votre dépense énergétique, vous devez avoir une image assez précise de ce qui entre et sort de votre corps. Et c'est ce que la plupart des coachs sportifs et des professionnels de la nutrition veulent dire lorsqu'ils parlent du suivi des calories. Bon, voyons ici justement ce que l'on entend par mesurer la quantité de calories consommées et la quantité de calories dépensées. Et bonjour, je suis Céline et bienvenue sur ma chaîne. Mais avant de commencer, veuillez lire mes avis de non-responsabilité. N'oubliez pas que mes vidéos sont uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Vous ne devez en aucun cas arrêter votre traitement médical à la suite de ce que vous avez pu entendre ou lire dans mes vidéos. Demandez toujours l'avis de votre médecin. Si vous avez des troubles de l'alimentation ou du comportement alimentaire et que vous êtes en voie de guérison, si mes vidéos ne vous aident pas vers votre guérison, vous pouvez bien sûr les arrêter, passer à autre chose et faire autre chose. Bon, qu'est-ce qu'on entend par mesurer la quantité de calories consommées? Vous avez compris que l'énergie est apportée au corps à travers la nourriture que nous mangeons, voire que nous buvons. Il est du coup important de comprendre justement comment sont répartis les macronutriments dans votre alimentation pour pouvoir déterminer la quantité de calories. Puisque les macronutriments sont les principaux éléments constitutifs des aliments. Et il y a 4 catégories de macronutriments. Les protéines, les glucides qui fournissent 4 calories par gramme consommé, les graisses ou lipides qui contiennent 9 calories par gramme de lipides consommés et la fibre entre 1 à 3 calories par gramme. Et il y a également une autre catégorie à prendre en compte et c'est l'alcool, puisque l'alcool contient 7 calories par gramme d'alcool consommé. Donc lorsque vous préparez votre repas, vous déterminez du coup la quantité de calories de votre assiette avec ces données. Bon, du coup ce n'est pas si simple de pouvoir déterminer la quantité de calories puisqu'il s'agit bien sûr de savoir la quantité de protéines, de glucides, de graisses et de fibres et d'alcool bien sûr si vous en prenez que contient votre repas. Une autre difficulté lorsqu'il s'agit de déterminer la quantité de calories consommées est qu'il faut comprendre qu'un aliment n'est pas une source d'un macronutriment particulier puisque l'aliment en fait n'est presque jamais entièrement composé de ce macronutriment. Ça veut dire en fait par exemple pour 100 g de blanc de poulet, beaucoup de personnes en fait pensent que cela correspond à 100 g de protéines alors qu'en fait 100 g de blanc de poulet ne contient qu'environ 24 g de protéines et le reste c'est surtout de l'eau. De plus, il est important de comprendre qu'il n'y a pas d'aliments sans calories ou à calories négatives. Tout ce que vous mangez contient de l'énergie et la plupart des boissons que vous buvez contiennent également de l'énergie, sauf bien sûr pour l'eau et les boissons light qui ne contiennent pas ou très peu de calories. Donc plus votre suivi de la quantité de calories consommées est précis et meilleurs seront vos premiers résultats lorsque vous allez essayer d'établir un bilan énergétique positif ou négatif. Mais pourquoi les macros sont-elles importantes? Beaucoup de personnes bien sûr diront que compter les calories est dépassé ou date des années 20 ou encore il suffit de manger plus sainement, d'arrêter les aliments ultra transformés et la graisse va fondre immédiatement. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit de progresser ici. Avez-vous déjà essayé de changer votre batterie de voiture sans outils? Ou de résoudre un problème mathématique sans utiliser de chiffres? C'est ce que vous faites justement si vous essayez de mettre en place une intervention nutritionnelle sans prendre en compte en fait les macronutriments. Bon, par exemple, disons que vous commencez à manger sainement. Du coup, vous retirez tous les aliments ultra transformés de votre alimentation. Et vous commencez à perdre de la graisse corporelle. Mais au bout d'un certain temps, la perte de graisse s'arrête. Bon, que devez-vous faire dans ce cas-là? Manger encore plus sainement? Devriez-vous manger davantage d'aliments bruts pour que votre alimentation soit super saine? Si vous faites cela, vous serez probablement déçu en fait de constater que la graisse va recommencer à s'accumuler. Et ce qui ne va pas ici devrait être évident en ignorant la primauté des macronutriments sur des caractéristiques plus qualitatives de l'alimentation comme manger des aliments bruts. Vous avez du coup rendu impossible l'ajustement de votre apport en réponse aux besoins changeants de votre corps. Beaucoup d'entre vous diront mais le suivi des macros est très difficile. Pourquoi s'embêter à suivre si je ne parviens pas à faire les choses correctement à 100%? Si telle est votre mentalité et que vous pensez qu'il est difficile de perdre de la graisse corporelle ou de gagner du muscle lorsque vous faites justement le suivi des macros sous prétexte que ce suivi n'est pas précis à 100%, alors imaginez à quel point
bien ce serait encore plus difficile si vous arrêtiez complètement ce suivi. Bien sûr, je peux comprendre bien que le suivi soit lourd et compliqué, mais il faut savoir qu'en science, bien une mesure inexacte est préférable à aucune mesure du tout, surtout lorsqu'une mesure inexacte en fait est systématiquement inexacte. Bon, je m'explique. Disons que vous utilisez l'une des nombreuses applications de suivi des macros comme MyFitnessPal. Généralement, il existe bien de nombreuses entrées différentes pour un filet de bœuf par exemple avec des macros différents. Bon, lequel choisir? Bien, sachez que cela n'a pas vraiment d'importance tant que vous cliquez en fait sur la même entrée à chaque fois que vous mangez le même filet de bœuf. Oui, bien sûr, le nombre de calories que vous consommez peut être erroné, mais cela le sera systématiquement. Et si vous réduisez les grammes de ce filet de bœuf que vous consommez, vous réduisez quoi qu'il arrive vos calories. De même, si vous augmentez les grammes, vous augmenterez certainement vos calories. Mais si, pour chaque filet de bœuf que vous mangez, vous choisissez en fait une entrée différente avec des macros différents, finalement, vous ne savez pas du tout si vous êtes en surplus ou en déficit calorique, puisque vous comparez en fait différentes entrées. Rappelez-vous toujours que l'aspect le plus important du suivi de votre apport énergétique est la cohérence et la régularité. La clé ici est que si vous voulez progresser, en fait, vous devez vous soucier des macros. S'assurer que vous utilisez la même méthode de suivi pour tout ce que vous consommez vous aidera grandement à gérer l'équilibre énergétique à long terme. Il ne s'agit pas en fait d'être parfait à 100%, car ce n'est pas une question de perfection. Vous devez prendre l'habitude d'être régulier et cohérent, puisque la régularité et la cohérence sont bien plus importantes que la perfection. Lorsque vous êtes régulier, vous pouvez apporter en fait des changements que vous pouvez mesurer à votre consommation et observer ainsi leur impact. Bon, une petite parenthèse tout de même, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis plus pour l'écoute de son corps. Toutes les vidéos que j'ai faites et que je continuerai à faire, bien sûr, sont là pour vous aider à vous défaire en fait de la mentalité de la culture diététique et pour vous aider à comprendre qu'en nutrition, rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir. Mais dans cette vidéo et dans cette série de vidéos concernant justement la compréhension et le fonctionnement d'une perte de poids durable, il est important d'expliquer en fait comment la consommation de calories fonctionne et affecte votre corps. Manger intuitivement en fait ou l'alimentation intuitive est un outil pour celles et ceux qui ont une mauvaise relation avec leur corps et avec la nourriture. Cela peut bien sûr entraîner une perte de poids, mais cela peut également entraîner une prise de poids. Il est important que vous compreniez que l'alimentation intuitive n'est pas un outil pour perdre du poids. Si vous souhaitez uniquement perdre du poids de manière durable, il est du coup important de regarder votre relation avec la nourriture et avec votre corps. Car je suis désolée de le dire, mais tant que vous n'aurez pas rétabli en fait une bonne relation avec la nourriture et avec votre corps, il vous sera justement difficile en fait de maintenir ou de perdre du poids de manière durable et saine. Puisque si vous mangez simplement de manière intuitive ou si vous comptez en fait sur les aliments bruts, c'est-à-dire peu ou pas transformés pour rester mince, sachez que vous disposez de très peu d'outils pour faire face au moment où les choses vont basculer. Bon, que signifie mesurer votre dépense énergétique? Tout ce qui se passe dans votre corps est bien sûr alimenté par l'énergie. Chaque respiration que vous prenez, chaque mouvement que vous faites et chaque réaction qui se produit dans votre corps est alimentée par l'énergie sous forme d'ATP. Et il y a en fait très peu de choses qui se passent dans votre corps sans ATP, donc sans énergie. À tout moment, le corps produit une quantité monumentale d'énergie, donc de molécules d'ATP. Ce renouvellement constant en fait de l'énergie dans le corps est tout simplement trop complexe pour être mesuré directement. C'est pourquoi nous avons développé des systèmes pour regrouper en fait les activités principales et estimer la quantité d'énergie consommée dans chacune. La quantité de calories ou d'énergie nécessaire par votre corps par jour est ce que l'on appelle la dépense énergétique quotidienne totale, ou TDEE. Et il faut savoir que le plus gros contributeur est généralement votre taux métabolique de base, appelé également BMR. Et c'est la quantité d'énergie nécessaire juste pour effectuer les fonctions vitales les plus élémentaires comme la respiration, le rythme cardiaque, etc. pendant que votre corps est à jeun et au repos. Donc, si vous êtes simplement allongé dans votre lit immobile mais éveillé, votre dépense énergétique serait essentiellement votre BMR. Et d'ailleurs, il s'avère que c'est ainsi que l'on a pu évaluer réellement le BMR. Les sujets de test étaient allongés dans des lits absolument immobiles pendant que leur BMR était évalué. Alors que la dépense énergétique quotidienne totale peut varier considérablement d'une personne à l'autre, le BMR a tendance à être assez constant d'un individu à l'autre. Et c'est ce qui a permis de créer un certain nombre de calculs pour pouvoir estimer le BMR en fonction des facteurs qui l'influencent le plus, comme le poids, la composition corporelle, l'âge et le sexe. Du coup, si vous pensez que rester allongé sur votre lit, les yeux ouverts à regarder le plafond, ne consomme pas beaucoup d'énergie, en fait, le BMR représente généralement environ 60% de notre dépense énergétique quotidienne totale. Mais ce pourcentage peut fluctuer d'une personne à l'autre, car les personnes les plus actives auront relativement une dépense énergétique provenant du BMR moins importante que les personnes moins actives. Mais en général, le BMR est le plus gros contributeur en fait de la dépense énergétique totale. Il est important de comprendre que bien que le BMR puisse être calculé de manière fiable, il est toujours variable et influencé par les interventions nutritionnelles que vous imposez au corps. Mais nous aborderons
aborderons ce sujet dans les prochaines vidéos. Bon, après le BMR, eh bien vient le NEAT, ou Non-Exercise Activity Thermogenesis. Cela englobe tous les mouvements que vous faites sans vraiment en avoir l'intention. Par exemple, lorsque vous vous tenez debout, des dizaines de muscles de votre corps s'activent pour vous maintenir debout. Du coup, vous n'exercez aucune influence dessus, puisque pour vous, c'est juste être debout. Mais il faut savoir qu'il y a toute une industrie en cours dans votre corps pour que cela se produise. Et cette industrie, bien sûr, nécessite de l'énergie. Et cela correspond au NEAT. La différence de NEAT entre deux individus peut être immense. Généralement, les personnes qui bougent beaucoup, qui font les 100 pas, qui remuent les doigts, qui se balancent, ont souvent un NEAT élevé. Les personnes qui bougent peu, qui restent assises sur le canapé sans bouger pendant des heures pendant qu'elles regardent Netflix et se détendent, peuvent avoir un NEAT faible. Et le premier cas peut brûler jusqu'à 2 fois plus d'énergie en NEAT que le second. Le NEAT représente environ 25% de la dépense énergétique quotidienne totale pour la plupart des gens. Mais cela est également incroyablement variable d'une personne à l'autre. La dépense énergétique suivante est l'effet thermique des aliments, ou TIF. Et c'est l'énergie que votre corps doit dépenser pour libérer l'énergie des aliments que vous mangez. C'est peut-être surprenant pour vous, mais n'oubliez pas que rien dans le corps ne peut se produire sans énergie. Et la digestion ne fait pas exception. Du coup, pour obtenir de l'énergie grâce aux aliments, il faut en mettre. Alors je m'explique. Avez-vous déjà essayé d'allumer un feu de camp sans énergie? Si vous avez utilisé une allumette, alors vous avez utilisé l'énergie cinétique avec le mouvement de l'allumette pour libérer l'énergie chimique stockée dans la pointe de l'allumette. Et vous utilisez du coup cette énergie résultante pour libérer l'énergie du bois. De la même manière, si vous utilisez une loupe, vous utilisez l'énergie du soleil pour allumer le feu. Donc finalement, peu importe comment vous avez allumé le feu, il a fallu de l'énergie pour récupérer l'énergie du bois. Et il en va de même pour la digestion des aliments. Le TIF est l'allumette qui allume le feu. De plus, vous savez qu'en fonction de ce que vous allez mettre dans votre feu, cela nécessitera plus ou moins d'énergie. Par exemple, si vous y mettez une bûche d'un arbre fraîchement coupé, il faudra beaucoup d'énergie pour la faire brûler. Si vous y mettez quelques feuilles sèches, cela prendra relativement moins d'énergie pour les brûler. Des choses similaires se produisent dans le corps humain. Les différents macronutriments ne sont que différentes sources d'énergie chimique. Et ces différentes formes d'énergie nécessitent différentes quantités d'énergie pour libérer l'énergie qu'elles contiennent. Ainsi, pour digérer les graisses, le corps va utiliser seulement 2 à 3% de l'énergie contenue de ces graisses que vous consommez. Cela signifie que sur 100 kcal de lipides, 2 ou 3 kcal sont utilisés pour métaboliser, donc transformer ces graisses. Les glucides se situent entre 6 à 8%, bien que certaines études suggèrent entre 5 à 15%, tandis que les protéines et les fibres ont le plus grand TIF avec une perte d'énergie d'environ 20 à 30%. Du coup, les protéines sont comme la bûche fraîchement coupée. Bon, ne pensez pas que vous pouvez perdre du poids en mangeant plus de certaines macros sous prétexte justement qu'il faut plus d'énergie pour les digérer. Cela ne fonctionne pas du tout comme ça. L'énergie dépensée par l'effet thermique des aliments n'est jamais supérieure à celle obtenue par les aliments décomposés. Votre corps tirera toujours plus d'énergie de la nourriture que vous mangez que vous n'en mettrez. Cela dit, une alimentation plus riche en protéines et en fibres peut conduire à de meilleurs résultats en matière de composition corporelle, mais nous en parlerons plus tard. Bon, le TIF représente environ 10 à 15% de votre dépense énergétique quotidienne totale et ne peut pas vraiment être modifié par un régime alimentaire. En fin de compte, cela ne représente bien sûr pas grand-chose de votre dépense énergétique quotidienne totale. Bon, sachez que ces trois composantes peuvent représenter 90 à 100% de la dépense énergétique quotidienne totale moyenne d'un occidental. C'est pas possible! Oui, vous avez bien entendu, 90 à 100%. Bon, vous me direz, mais qu'en est-il de l'exercice physique? Croyez-le ou non, mais l'activité physique représente très peu de la dépense énergétique quotidienne totale actuellement. Tout simplement parce que la plupart des gens, donc de la population générale, ne va pas au-delà d'une certaine base d'activité physique, qu'il s'agisse de marcher, de courir ou même de soulever de poids. Leur corps, s'est adapté depuis longtemps et c'est pour cette raison que leur corps n'en tire plus de véritables dépenses énergétiques significatives. Il s'avère que la capacité du corps à s'adapter à l'activité physique est devenue si efficace que c'est en partie la raison pour laquelle de nombreuses personnes ne croient pas que la balance énergétique fonctionne. De plus, la plupart des gens surestiment leur activité physique. Ils pensent que parce qu'ils vont passer 15 minutes de plus dans la salle de sport, ils devraient brûler du coup des centaines de calories de plus. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. Il faut beaucoup de nouvelles activités physiques pour avoir un impact spectaculaire sur l'équilibre énergétique. Mais attention, je n'ai pas dit que le sport ne servait à rien. Et je n'ai pas dit non plus que vous ne deviez pas faire de sport. Cependant, le sport ne doit pas être utilisé uniquement pour perdre du poids. Le sport peut être bénéfique pour la santé sous bien d'autres aspects, mais nous en parlerons dans de prochaines vidéos. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de perdre du poids, il vaut mieux commencer par la nutrition. Bon, pour résumer, la dépense énergétique quotidienne totale, ou TDEE, est égale au taux métabolique de base, ou BMR,
plus la thermogénèse sans activité physique, donc le NEAT, plus l'effet thermique des aliments, donc le TIF, plus l'activité physique. Bon, maintenant que vous comprenez bien les deux composants de la balance énergétique que sont la quantité de calories consommées et la quantité de calories dépensées, eh bien nous verrons dans une prochaine vidéo comment elles fonctionnent ensemble. Bon voilà, j'en ai terminé avec la deuxième partie de cette série. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Je serai ravie de pouvoir les lire et de pouvoir y répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.